Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. À 70 km au nord de Toronto, sur les rives du lac Simcoe, se trouve le paisible village d'Innisfil, lieu apprécié de villégiature. Dans l'après-midi du jeudi 25 avril 1996, un homme se promène le long du lac Simcoe. Il remarque du mouvement dans l'eau, à environ 100 mètres de la rive. Le marcheur réalise que quelqu'un est sur le point de se noyer et tente désespérément de se sortir des eaux en s'accrochant à un banc de glace flottante. Il appelle à l'aide. De prime abord, ceci semble être un fâcheux accident de canot. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Les enquêteurs découvriront-ils une suite d'erreurs tragiques orchestrées par un cerveau calculateur? Il est rare que des gens se promènent sur le lac à ce temps-ci de l'année, alors que les glaces sont encore si près de la rive. 15 minutes après l'appel 911, le département des incendies d'Innisfil arrive au parc Alcona. Le bateau motorisé du service des incendies étant toujours remisé pour l'hiver, l'équipe de sauvetage doit se rendre jusqu'à la victime en chaloupe. La température de l'eau était à 4 degrés Celsius et il y avait encore de la glace sur le lac. Quand la chaloupe rejoint l'homme en détresse, celui-ci est dans l'eau depuis environ 45 minutes. Il souffre d'hypothermie et est incapable de parler. Un des pompiers sur place lui a demandé de cligner des yeux, une fois pour non et 2 fois pour oui. Il n'a pas répondu. Ne voyant pas d'autres victimes, les sauveteurs retournent vers la rive. Toujours vivant, mais incapable de communiquer, l'homme est rapidement transporté à l'hôpital Royal Victoria de Barrie, une ville avoisinante. Les sauveteurs identifient la victime comme étant Winston Malcolm et dénichent l'adresse de son domicile. L'équipe de sauveteurs informe la police d'Innisfil des détails de l'incident et se rend ensuite au domicile de M. Malcolm afin d'informer sa famille de l'accident. Lorsqu'ils sont allés à la maison pour informer Jan de ce qui était arrivé à Winston, elle n'était pas là. Cela les a laissés perplexes. Quelques heures plus tard, lorsque Winston Malcolm reprend connaissance, il prend le personnel de l'hôpital complètement au dépourvu en leur demandant si sa conjointe, Jan Marshall, est vivante. Sachant que Winston a été amené seul, une infirmière contacte immédiatement la police d'Innisfil. Il a dit que lui et sa femme faisaient un tour de canot pour pratiquer. C'était une pratique. Et que sa femme s'était allongée au fond du canot car elle avait froid et qu'elle s'était couverte d'un sac de couchage qu'ils avaient avironné en un va-et-vient et qu'ils s'étaient trouvés coincés dans les glaces. Ils avaient utilisé leurs avirons pour repousser les glaces flottantes et à un moment donné, le canot a chaviré et ils se sont tous les deux retrouvés à l'eau. Puisque la police sait déjà que sa conjointe n'est pas à la maison, on craint le pire pour elle. Le soir même, les pompiers et les policiers retournent au lac Simcoe et amorcent une fouille. Ils parcourent la plage du parc Alcona Beach et l'endroit où Malcolm a été trouvé. Aucun signe de Jan Marshall. La nuit est maintenant tombée. On devra attendre au matin pour poursuivre les recherches. C'était un cas de personne disparue. Avait-elle pu rejoindre la rive? Était-elle quelque part près du rivage? S'était-elle noyée? On n'en avait pas la moindre idée.
Le lendemain matin, le 26 avril, l'inspecteur détective Ron Gentle met en place l'expédition de sauvetage. Il fait appel à l'équipe de plongée de la police provinciale de l'Ontario pour l'aider à trouver le corps de Jan Marshall. J'ai mis environ 4 heures, soit une bonne partie de la journée, pour faire mes valises et me rendre sur les lieux. Le sergent détective Tom MacDonald envoie aussi des agents sur les lieux pour questionner les témoins. Nous avions plusieurs témoins qui, de la rive, avaient vu l'homme dans le canot. On avait pu le voir et l'observer une bonne partie de la journée, soit à compter d'environ 11 heures du matin, jusqu'au moment où le canot a chaviré. C'était l'après-midi, devait être environ 15h30. Il semble qu'il allait et venait le long des glaces, et à mesure qu'elle s'éloignait, il continuait d'avironner toujours en allant et venant en eau de plus en plus profonde. Aucun des témoins, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 qui regardaient de temps en temps depuis la rive, n'a vu le canot sur la glace, ni le canot en détresse. Et ils n'ont vu qu'une personne. Ils n'ont vu que lui. Ils croyaient qu'il n'y avait qu'une personne dans le canot. À mesure que le temps passe, l'espoir de retrouver Jan vivante diminue et le doute s'installe. Mais il faut la retrouver, morte ou vivante, sinon l'enquête ne peut progresser. On nous a informé que notre inspecteur allait venir sur les lieux parce qu'on pensait que c'était peut-être un acte criminel. À juste un concours de circonstances, le temps de l'année, se promener en canot alors qu'il y avait encore des glaces flottantes, cela nous a mis la puce à l'oreille. Je crois que c'est ce qui nous a incité à être encore plus prudents dans la collecte de la preuve. On nous a indiqué un premier endroit où chercher. Nous y sommes allés et l'avons fouillé. On amorce les recherches à partir du quai de la plage Alcona. L'aire de recherche couvre 100 mètres par 150 mètres et la température de l'eau est de 4 degrés Celsius. Les plongeurs utilisent une espèce de luge aquatique qui permet de ratisser rapidement une grande surface. Nous plongeons en équipe de 2, essentiellement 2 luges, avec un plongeur par luge, qui sont tirés par le bateau. Les luges sont attachées à l'arrière du bateau. Les plongeurs peuvent les manœuvrer à leur gré. Ils peuvent l'incliner, la soulever, aller de côté. Ces luges ont une très grande maniabilité. On peut communiquer avec le conducteur du bateau, si on veut ralentir ou aller plus vite. À l'aide des luges, nous avons ratissé une grande surface du lac Simcoe. La visibilité était d'environ 5 mètres. Alors, avec 2 plongeurs, on couvrait une bande d'au moins 6 mètres de large. Les plongeurs reviennent bredouille. Certains jours, les glaces s'approchaient de la rive, puis le vent les poussait plus loin. Nous n'avions pas une aire de recherche précise. Nous avons fait de notre mieux avec l'information que nous avions. Il y a peu de points de repère sur l'eau. Vous ne pouvez pas dire c'est juste à 300 mètres du poteau de téléphone. Et vous savez ce que peut vouloir dire 1 ou 2 degrés de plus ou de moins. On parle de centaines de mètres. La nuit tombe. On ne pourra faire qu'un seul autre plongeon. Réussiront-ils à retrouver le corps de Jan Marshall? En avril 1996, un homme est rescapé des eaux glacées du lac Simcoe, en Ontario. Son canot a chaviré. Il souffre d'hypothermie. Il ne peut parler. Quelques heures après son arrivée à l'hôpital, il informe le personnel que sa conjointe de fait, Jan, se trouvait elle aussi dans le canot. Les plongeurs de la police provinciale de l'Ontario sont appelés sur les lieux pour aider à la recherche. Le premier jour, ils font 2 plongeons. Le premier jour, on nous a indiqué un premier endroit où chercher. Nous y sommes allés. Nous n'avons rien trouvé, ni de la victime, ni aucun débris en provenance du canot. Le lendemain, le 27 avril,
Les fouilles sous-marines reprennent, cette fois de façon plus intense. On élargit aussi la zone de recherche. Les plongeurs pouvaient communiquer entre eux et avec le conducteur du bateau par sans fil. Nous avons travaillé en rotation tout au long de la période de plongée. À cet endroit, la profondeur de l'eau ne dépassait pas 10 mètres et demi. À l'époque, en 1996, nous n'avions pas d'instrument de repérage GPS. Alors, nous allions physiquement placer les balises. Et le conducteur du bateau doit s'en tenir à une aire déterminée. Une recherche de type Zamboni, si on veut, où on élimine un endroit et on continue à partir de là. Entre-temps, les enquêteurs s'entretiennent avec les membres de la famille de Jan. Elle avait rendu visite à sa mère en Colombie-Britannique quelques semaines auparavant. Elle songeait à quitter Winston et à revenir s'établir en Colombie-Britannique. Les enquêteurs auraient-ils découvert un mobile pour la disparition de Jan? Les enquêteurs comparent les témoignages de Winston Malcolm avec ceux des témoins qu'ils ont rencontrés. Ils se demandent pourquoi Winston et sa conjointe seraient allés se promener en canot alors qu'il y avait encore de la glace sur le lac. Il a dit qu'il avait planifié un voyage en canot au parc Algonquin pour la fin de semaine du 2 mai. C'est la raison pour laquelle ils étaient sur le lac. Il a dit que lui et sa femme voulaient tout simplement pratiquer, se préparer à cette expédition. Voici l'histoire que M. Malcolm nous a racontée. Il a installé le canot sur la voiture, Jan est parti à pied en direction du lac et il a fait monter un peu plus loin. Une fois dans la voiture, elle a dit avoir froid. Rendu au lac, il a mis le canot à l'eau et elle s'est allongée au fond du canot. Lui, il est allé garer la voiture. Au retour, il a recouvert Jan avec un sac de couchage, puis il a poussé le canot à l'eau. Il a avironné, elle n'a pas avironné du tout. Écoutez, moi je ne suis pas un adepte du canotage, mais j'aime les activités en plein air et j'ai déjà fait du canot. Je ne peux tout simplement pas imaginer quelqu'un qui a froid s'allonger au fond d'un canot non isolé. Il me semble que tu vas avoir encore plus froid, d'autant plus que sa famille nous avait dit qu'elle avait eu une pneumonie à la fin de l'hiver. Pour nous, ces deux faits-là ne tenaient pas la route. Étant donné qu'aucun témoin ne peut confirmer la présence de Jan dans le canot, est-il possible qu'elle n'ait jamais été dans l'embarcation? Les témoins qui avaient observé le canot de la rive ont dit que le canot était à plat sur l'eau. Si vous avez un homme qui pèse autour de 100 kilos et une femme à l'arrière du canot, parce qu'il a dit qu'elle était allongée au fond du canot et que sa tête reposait sur ses genoux, il serait logique que le canot penche vers l'arrière et personne n'a vu cela. Donc, la position du canot sur l'eau, vue du rivage, tout comme le positionnement des deux personnes dans le canot, c'était tout à fait invraisemblable. Aucun témoin n'a vu le canot de Winston chavirer. Quand on le questionne sur comment lui et Jan se sont retrouvés à l'eau, il se contredit. Il a donné deux versions des faits. L'une étant qu'ils se sont retrouvés sur la glace, qu'il a demandé à Jan de l'aider à pousser, qu'ils se sont mis à pousser du même côté et que ce faisant, le canot a chaviré. L'autre version étant que Jan s'est levé pour avironner et ce faisant a déstabilisé le canot. Ce sont ces dépositions. Personne, aucun des témoins sur la rive, et je crois qu'il y en avait 6 ou 7 qui regardaient le canot de temps à autre, n'ont vu le canot sur la glace, le canot en détresse. Et ils n'ont vu que lui, ils n'ont jamais vu Jan. Selon eux, il n'y avait qu'une seule personne dans ce canot. Le deuxième jour des recherches, l'équipe sous-marine effectue 2 autres plongeons infructueux. Il faut trouver l'endroit où le canot a chaviré. Winston sort de l'hôpital ce jour-là. Le sergent détective McDonald lui demande son aide afin de retrouver sa conjointe. Nous lui avons demandé s'il pouvait venir avec nous sur les lieux de l'accident, que cela nous aiderait grandement dans nos recherches. Si du bateau, il pouvait nous indiquer l'endroit où le canot a chaviré.
L'équipe de plongée complète son 3e plongeon de la journée. Mais une fois encore, les eaux glacées du lac Simcoe gardent leur secret. Selon le temps passé dans l'eau, le survivant aurait pu dériver sur une grande distance. Le lac Simcoe est très grand et il aurait pu être emporté par le courant et par le vent sur une très longue distance. Alors là, il nous a envoyés dans la direction opposée, mais c'est ce qu'il nous avait indiqué. Nous avons fait notre 3e plongée ce jour-là. On n'a rien trouvé. Il n'y avait rien. Les enquêteurs commencent à avoir des soupçons. Winston a-t-il des blancs de mémoire ou a-t-il délibérément mis les chercheurs sur la mauvaise piste? L'équipe de plongée va effectuer une 3e journée de recherche. Cette fois-ci, ils font appel à une source de renseignements inhabituelle. Le canot de Winston Malcolm a chaviré sur le lac Simcoe, en Ontario. On a réussi à le sauver, mais on n'a toujours pas retrouvé sa conjointe de fait, Jan Marshall. Les enquêteurs commencent à avoir des doutes, mais ils ne possèdent pas assez de preuves pour déterminer s'ils font affaire à un accident ou à un crime. Lorsque l'équipe de plongée aborde la 3e journée des recherches sous-marines, elle ne sait toujours pas où exactement le canot a chaviré. Nous avions des photos aériennes de la berge et nous avons essayé autant que possible de localiser le corps par rapport à l'endroit où l'accident était arrivé, où le canot avait chaviré. Nous avons même songé à utiliser des images satellites. L'équipe des médias locaux qui s'était rendue sur les lieux lors du sauvetage de Winston Malcolm aurait-elle vu quelque chose? On a appris que pendant que les pompiers effectuaient le sauvetage, il y avait un caméraman de la station locale de télévision sur le rivage. On a réussi à le retracer et on a pu voir les séquences qu'il avait filmées. Il était sur les lieux. Il nous a indiqué exactement où il se tenait pendant qu'il filmait et ce qu'il avait filmé. Ensuite, nous avons communiqué avec un bateau qui était là et on l'a dirigé vers l'endroit désigné et on y a déposé une balise. Et c'est là que nous avons concentré nos efforts. Les plongeurs ont finalement une indication précise où effectuer les recherches. Est-ce que cela va porter fruit? À la première plongée, le 3e jour, il nous a fallu que 15 minutes pour localiser le corps. La victime était allongée sur son côté gauche. Elle portait un coupe-vent de couleur sombre qui lui couvrait la tête. Elle portait des pantalons bruns et des chaussettes de couleur claire. Elle n'avait pas de chaussures, ce qui, en soi, est intriguant. Il y avait un tour de câble suspendu au-dessus d'elle, qui semblait relié à la ceinture de son pantalon, à l'arrière. Ses mains étaient libres. Elle n'avait rien dans les mains. Une fois le corps retrouvé, j'ai attaché une bouée pélican à sa cheville droite. La bouée est montée à la surface. Je l'ai suivie pour m'assurer que tout se déroulait bien. Puis, j'ai informé les autres membres de l'équipe sur le bateau de ma découverte. C'est alors que l'on m'a dit que mon collègue, Larry Scott, avait trouvé une dalle à patio. L'équipe de plongée éprouve un sentiment de soulagement, autant pour la famille de la victime que pour les détectives, qui peuvent maintenant poursuivre leur enquête. Ils sont montés à la surface et ils nous ont informés de leur découverte. Nous leur avons demandé de retourner sous l'eau avec l'équipement vidéo pour filmer la scène parce que c'est la scène de la découverte du corps. C'est souvent la pièce à conviction la plus importante dans une enquête où il y a eu mort d'homme. Comme le dit le proverbe, une image vaut 1000 mots. En cours, on passe un temps fou à essayer de décrire une scène et encore là, c'est sujet à interprétation. Donc c'est vraiment bien que l'on puisse projeter la bande vidéo en cours. Et voilà, c'est exactement comme ça que nous l'avons découvert. Et puis, voilà, pas de question. Le plan était à l'effet de retourner filmer
tout ce qui pouvait constituer de la preuve, revenir au quai, retirer la bande vidéo et l'apporter au poste de police de South Simcoe, où on l'examinait sur le champ. Ceci afin de pouvoir retourner filmer quelque chose en particulier au besoin. La scène de la découverte ne doit pas être touchée tant et aussi longtemps que la police n'en décide. Pendant que l'on examinait la bande, cela permettait également aux sédiments de se déposer. Puis nous nous sommes assis tous ensemble, les enquêteurs, les plongeurs, les membres de l'équipe médico-légale, et nous avons visionné la bande vidéo. Puis nous avons élaboré un plan d'action et établi comment nous allions procéder. J'ai bien examiné la séquence de l'eau. Ce qui m'a frappé, c'est le sable. Le fond du lac à cet endroit est sablonneux. Rien que du sable. Et brusquement, on voit ce pavé, cette dalle de patio. Pas d'algues sur la dalle. Rien du tout. C'est clair que cette dalle venait d'ailleurs. On ne déplace rien, jusqu'à ce que les enquêteurs aient la certitude que tous les éléments de preuve autour de la victime ont été filmés. Les plongeurs peuvent maintenant repêcher le corps. On a repêché la victime par 11 mètres de profondeur. Nous avons descendu une civière Stokes près du corps. Nous l'y avons placé et avec l'aide des plongeurs, nous l'avons remonté à la surface. Dans ce cas-ci, la victime a été ramenée à la surface, la tête et les mains recouvertes de sacs. Une fois à la surface, le corps a été mis dans un sac mortuaire. Puis le coroner a vu le corps et l'a déclarée morte. Après quoi, le corps a été remis dans le sac mortuaire. Une fois le corps dans le bateau, on remarque des lésions sur le front de Jan. Aurait-elle été attaquée? Cela aurait pu être fait par le canot ou l'aviron comme par la glace. Nous ne savions tout simplement pas. La victime est transportée à la morgue. La dalle et les autres éléments de preuve sont transférés au laboratoire d'identité judiciaire pour examen et analyse. J'ai demandé aux plongeurs de retourner au lac et de me récolter des échantillons d'eau à diverses profondeurs, à la surface, à la mi-profondeur ainsi qu'au fond du lac. Les diatomées sont des micro-organismes qui sont uniques à chaque étendue d'eau. Une comparaison des diatomées dans les poumons de la victime avec les diatomées des échantillons d'eau permettra de déterminer si elle s'est noyée dans les eaux du lac Simcoe. Ces données ont une importance capitale dans les cas de noyade. Elles nous permettent de nous assurer que l'eau où le corps a été retrouvé est l'eau où la noyade s'est produite. Le lendemain, les plongeurs retournent avec leur caméra à l'endroit où le corps a été trouvé, au cas où ils découvriraient d'autres éléments de preuve. Ils font quelques trouvailles intéressantes. Il y avait un sac à dos du genre utilisé pour la randonnée, assez grand pour y placer la dalle à patio, une chaussure de femme et une corde élastique. C'est tout, je crois. L'équipe sous-marine est convaincue qu'elle a récupéré tous les éléments pertinents. Il appartient maintenant aux enquêteurs de résoudre le mystère. On a de plus en plus de doutes quant aux circonstances entourant la mort de Jan Marshall. Des faits auraient été dissimulés. Les résultats de l'autopsie permettront-ils de déterminer une fois pour toutes si un crime a été commis? Winston Malcolm est rescapé des eaux glacées du lac Simcoe, en Ontario, lors d'un accident de canot. Jan Marshall, sa conjointe de fait, n'a pas eu la même veine. Son corps a été retrouvé au fond du lac. On a aussi découvert une dalle de patio et un sac à dos. Les enquêteurs McDonald et Buchanan de la police d'Innisfil sont chargés d'annoncer la triste nouvelle à Winston. Winston ne manifeste pas beaucoup d'émotion. Je crois qu'il a demandé si on avait récupéré le canot. Si je ne m'abuse, c'est bien ce qu'il a demandé. Alors que les enquêteurs s'apprêtent à quitter les lieux, quelque chose attire leur attention. Le détective Buchanan
a remarqué qu'il manquait une dalle au trottoir menant à la maison. La dalle avait été enlevée récemment car on voyait nettement son empreinte dans le sol. Évidemment, nous avons immédiatement fait le lien avec la dalle retrouvée au lac. Même s'il nous fallait prouver que cette dalle venait de sa résidence, cela éveillait nos soupçons. Les enquêteurs doivent bâtir une cause solide et éviter de tirer des conclusions hâtives. L'autopsie n'ayant pas encore été pratiquée, on ne connaissait toujours pas la cause de la mort. M. Malcolm avait déclaré aux policiers qui s'étaient rendus à l'hôpital jeudi soir que Jan portait de grosses bottes de caoutchouc. Le lendemain, il avait dit à Tom McDonald qu'elle portait de petites chaussures. Et nous l'avons retrouvée sans chaussures. Nous étions de plus en plus perplexes. Et puis, évidemment, nous étions au courant que Jan avait dit à Winston qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle allait le quitter. Elle avait informé sa famille qu'elle avait l'intention de partir à la fin du mois de mai. À la lumière de nos découvertes, nous avons vite réalisé que l'histoire racontée par M. Malcolm était chancelante. Ces déclarations n'étaient pas corroborées par nos découvertes qui constituaient la vérité. Les enquêteurs jugent qu'il y a suffisamment de preuves pour arrêter Winston. Souvenez-vous que les motifs requis pour arrêter quelqu'un ne sont pas les mêmes que ceux exigés pour condamner lors d'un procès. Nous devons avoir un motif raisonnable de croire que le suspect a commis la faute. La preuve exigée n'a pas à être aussi forte que celle requise en cours. Nous étions persuadés qu'elle avait été tuée à la maison et qu'elle avait été transportée de la maison au lac Simcoe, où il s'est débarrassé du corps, et que c'est en essayant de le balancer par-dessus bord, un canot n'est pas une embarcation assez stable pour y placer un objet lourd et le balancer par-dessus bord. Notre théorie étant que c'est à ce moment-là que le canot a chaviré. M. Malcolm était un homme intelligent. Nous nous doutions qu'il savait bien que nous avions une bonne idée de ce qui s'était vraiment passé. Nous avions peur qu'il détruise une partie de la preuve. Nous voulions donc procéder à son arrestation, le placer en garde à vue et obtenir un mandat de perquisition. Une fois la preuve protégée, nous pouvons sécuriser les lieux et nous assurer que personne n'y a accès. Nous pouvons alors procéder à la fouille. Le dimanche 28 avril, soit 2 jours après le prétendu accident, le sergent-détective Tom McDonald arrête Winston Malcolm pour le meurtre au premier degré de Jan Marshall. M. Malcolm était plutôt calme lors de son arrestation. Il manifestait peu d'émotion. Le lendemain, on procède à l'autopsie. Scott McLeod, technicien en identité judiciaire, est présent. L'autopsie a été effectuée à Toronto. Ma tâche consistait à consigner l'autopsie. J'ai donc pris des photos et recueilli tout ce qui faisait partie de la preuve et qui avait été retrouvé sur elle, y compris tous ses vêtements. Son corps était en bon état. Il n'y avait aucune décomposition. Ses mains étaient bien un peu plissées, comme lorsqu'on prend un long bain. Mais non, son corps était en bon état. Il y avait des blessures et des ecchymoses à la région du cou, ce qui avait causé des lésions à la trachée et à la thyroïde. Il en a conclu qu'elle avait été étranglée manuellement, ce qui avait provoqué les ecchymoses et l'hémorragie pétéchiale. Elle avait été étranglée au point de la rendre inconsciente, mais elle n'était pas morte. Le lac s'en est chargé. Le pathologiste, le docteur Sepp, croit qu'elle est morte noyée. Elle n'était pas morte lorsque son corps a été jeté à l'eau. Elle avait eu des hémorragies pétéchiales aux paupières et aux yeux.
L'autopsie révèle que la mort de John n'est pas seulement le résultat d'un accident de canot. Winston a-t-il étranglé John par accident? A-t-il paniqué la croyant morte et essayé de cacher son corps en la jetant dans le lac? Ou a-t-il planifié de sang-froid de la rendre inconsciente et de se débarrasser de son corps dans le lac Simcoe pour faire croire à une noyade accidentelle? En plus de l'autopsie de routine, il y avait les analyses du laboratoire de médecine légale pour identifier les diatomées se trouvant dans l'eau où le corps de John a été retrouvé. Les résultats révèlent que John est bel et bien décédé dans le lac Simcoe. On trouve aussi de larges ecchymoses à l'omoplate gauche. Cette blessure indique que Winston l'aurait traînée de force par le bras alors qu'elle était inconsciente. Pour les enquêteurs, il importe de déterminer combien de temps elle aurait pu être inconsciente avant de se noyer. Afin de déterminer quand John a été attaqué, le coroner demande une tomodensitométrie axiale ou TDM du cerveau. Si elle a été inconsciente longtemps, disons 6, 8, 9 heures à tout le moins, on pourrait en trouver des traces au cerveau. On a donc fait des prélèvements au cerveau. Nous savions qu'elle avait été dans le canot pendant 5 heures. Combien de temps avant 11 heures la querelle qui devait la rendre inconsciente avait-elle eu lieu? Si nous pouvions situer approximativement l'heure de la querelle, nous allions pouvoir concentrer nos efforts pour recueillir la preuve dans cette période de temps. Alors, il a fait les lamelles et on les a envoyées pour examen. Mais elles n'ont pas été d'un grand secours. Le TDM est peu concluant, mais les résultats de l'autopsie viennent corroborer et ajouter à la théorie des détectives en charge de l'enquête. Dans les années 90, les lois étaient bien différentes à cette époque. Un mandat d'arrêt, un officier de police peut procéder à l'arrestation d'une personne s'il a des motifs raisonnables à l'effet qu'il a commis un crime, ce qui était certainement le cas dans cette affaire. Il est beaucoup plus compliqué d'obtenir un mandat de perquisition. Il faut démontrer quel crime a été commis ou peut avoir été commis. Quelles preuves nous escomptons trouver sur les lieux. Nous devons être très précis. On procède à la perquisition du domicile de John et Winston. Mon premier objectif est d'enregistrer la scène sans y déranger quoi que ce soit. Ensuite, je cherche tout ce qui est mentionné au mandat et le photographie ou filme sur vidéo. C'est sur quoi je me concentre. Je me laisse pas distraire par la manière de vivre des gens qui habitent là. Pourquoi certaines choses sont ou ne sont pas dans la maison. Je me concentre sur ce qui est ou peut être pertinent à l'enquête. Il arrive que vous trouviez quelque chose qui n'apparaît pas au mandat de perquisition. Si c'est pertinent, vous pouvez le saisir, mais il faut l'apporter au juge lorsque la perquisition est terminée. La saisie doit être justifiée. Si le juge accepte la justification présentée, alors l'objet saisi est considéré comme ayant été obtenu légalement. Un tel objet est une bouteille de tranquillisant vide. Est-ce un élément pertinent pour l'enquête? Une fois la prise de photos et de vidéos terminée, les techniciens en identité judiciaire dessinent un plan du domicile. C'est une maison à 2 étages en briques et en aluminium. On a fait un dessin à l'échelle des 3 étages. Le rez-de-chaussée, l'étage des chambres et le sous-sol. Scott McLeod cherche plus particulièrement des éléments qui corroborent les choses trouvées sur la scène de crime. Lorsqu'on l'a trouvé, il y avait un câble de nylon jaune attaché à ses vêtements. Alors, on voudrait savoir s'il y a du câble de nylon jaune quelque part dans la maison. Tout près d'elle, au fond du lac, il y avait une dalle de patio.
arrière, près de la maison, on pouvait voir qu'il manquait une dalle au bout du trottoir qui conduit à la maison. Nous avons fait un moule en plâtre afin de pouvoir démontrer de façon définitive que la dite dalle a été prise à cet endroit sur la propriété de M. Malcolm. Il y avait une voiture. Elle était garée près du perron menant à la maison. Après l'avoir photographiée, nous avons fait des prélèvements à l'intérieur de la voiture. Il s'agit d'enrouler du ruban adhésif autour de la main et d'appuyer, par exemple, sur le dossier du siège de la voiture. Nous avons fait plusieurs de ces prélèvements dans l'habitacle. Nous en avons aussi fait dans le coffre. Et une fois les prélèvements terminés, nous avons pris l'entière doublure du coffre comme pièce à conviction. Ils utilisaient la voiture tous les deux. Alors, trouver un cheveu dans le coffre n'est pas très compromettant. Mais trouver un cheveu brisé ou un cheveu ayant sa racine, c'est différent. Cela soulève des questions. Comment, par quel moyen, ce cheveu a-t-il été enlevé de sa tête? McLeod espère trouver dans le coffre de la voiture la preuve que Winston a transporté Jan au lac. Les rapports du Centre de médecine légale montrent que des fibres microscopiques similaires ont été trouvées sur ses vêtements et dans le coffre de la voiture. L'hypothèse de travail était que c'est de cette façon qu'elle avait été transportée au lac. Et c'est pourquoi nous avions pris la doublure du coffre, pour voir s'il s'y trouvait des cheveux et des fibres s'apparentant à ses vêtements et vice-versa. 10 jours plus tard, le canot rouge de Winston est retrouvé. Est-ce qu'il révélera d'autres indices sur les circonstances tragiques de la mort de Jan Marshall? Le corps de Jan Marshall est retrouvé dans le lac Simcoe, en Ontario. Son conjoint de fait, Winston Malcolm, prétend qu'elle a fait chavirer le canot dans lequel il se trouvait. À la suite des déclarations de témoins qui contredisent les explications de Winston et de la découverte d'éléments de preuve importants, on l'arrête pour le meurtre de Jan. Le canot, qui avait disparu, vient d'être retrouvé. Le canot est rouge et on l'a retrouvé à Big Bay Point, à environ 7 ou 8 kilomètres de la scène du crime. Nous avions émis des communiqués dans les médias à l'effet que nous cherchions ce canot, et le propriétaire d'un chalet l'a trouvé. Je me suis finalement rendu au service de police d'Innisfield et j'ai pris des quantités de photos du canot. J'ai bien examiné l'intérieur, question de voir s'il y avait des entailles, des égratignures ou quelque chose hors de l'ordinaire. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien vu. L'enquête tire à sa fin, à l'exception d'une dernière perquisition qui s'avère révélatrice. Nous avons obtenu un mandat de perquisition à l'hôpital pour obtenir le dossier médical de M. Malcolm. Il y est inscrit qu'on avait détecté chez lui un taux très élevé d'un certain médicament dont le niveau dépassait largement la posologie ordinaire. Pour sa défense, Winston a informé son avocat que la journée de l'accident, il aurait ingéré une trentaine de comprimés de clonazepam dans le but de se suicider. Les enquêteurs tentent d'établir ce qui s'est vraiment passé le 25 avril 1996. Nous sommes d'avis qu'il croyait l'avoir tué. Il y a présomption à l'effet qu'après la violente querelle à la maison, il a avalé une grande quantité de pilules dans le but de se suicider. Ça n'a pas marché. Et alors, il lui fallait trouver un moyen de disposer du corps. Sa solution, le canot, et jeter le corps dans le lac. Je crois qu'il aurait alors laissé entendre qu'elle avait l'intention de le quitter, qu'elle avait effectivement quitté et qu'il ne l'avait plus revue ni entendu parler d'elle. Lorsque le canot a chaviré, son histoire est tombée à l'eau. À son départ à la fin de l'avant-midi, les glaces flottaient à environ 10 à 12 mètres du rivage. Vers 16 heures, les glaces étaient à 90 ou 100 mètres du rivage.
nous croyons qu'il attendait d'être en eau assez profonde pour se débarrasser du corps en toute sécurité. Nous croyons qu'elle était dans le sac de couchage, ce qui la mettait à l'abri des regards et qu'elle était déjà attachée à la dalle de ciment par le câble. Lorsqu'il l'a jetée par-dessus bord, son corps a glissé hors du sac de couchage, lequel est resté à la surface de l'eau, tandis que son corps coulait au fond, attaché à la dalle. Les nœuds faits avec ces câbles en nylon se défont facilement, et nous croyons que le nœud qui retenait la dalle s'est défait et que le câble est tout bonnement resté attaché à la ceinture de son pantalon. Les enquêteurs ont dès lors tout ce qu'il faut pour préparer le procès. La prochaine étape de l'enquête est évidemment de mettre en ordre toutes les déclarations et toute la preuve matérielle recueillie et d'amener l'accusé à la cour. Peu de temps après, la date de l'enquête préliminaire a été fixée. L'enquête a duré environ 3 semaines. Le dossier a été remis à la couronne et nous l'avons examiné avec elle. Nous avons expliqué la preuve, nous avions les témoins clés. Nous leur avons remis une copie intégrale du dossier d'enquête. C'est de cette façon que la défense peut évaluer la preuve de la couronne et se rendre compte de la valeur de nos témoins. Quant à la couronne, cela lui permet de s'assurer de la solidité de sa preuve et de ses témoins. Mais c'est vraiment le juge qui doit décider et s'assurer du bien-fondé du chef d'accusation, de la validité de la preuve et que l'accusé doit être cité à procès. Nous étions d'avis qu'il pouvait être accusé de meurtre au premier degré, bien que ce soit difficile à démontrer et à prouver. Personnellement, je pense qu'il aurait été appelé à témoigner pour expliquer ses déclarations contradictoires faites à des témoins ainsi qu'à la police, et que cela aurait été toute une épreuve pour lui. Winston inscrit une déclaration de culpabilité de meurtre au second degré. Il sait que la couronne ne peut pas prouver la préméditation, élément essentiel dans une accusation de meurtre au premier degré. Compte tenu de l'information dont nous disposions, nous avions la certitude que le meurtre avait été planifié, prémédité. Par ailleurs, nous savons par expérience qu'il y a parfois des disputes qui tournent mal. Madame Marshall portait des marques de blessures au front, probablement causées par un objet contondant. Elle avait été étranglée manuellement. Elle avait des ecchymoses au coude. Il y avait là des signes évidents d'une lutte, de violence, s'apparentant aux scènes de violence conjugale. Le 10 avril 1997, Winston Malcolm est reconnu coupable du meurtre au second degré de Jan Marshall. Il est condamné à une peine de 25 ans et n'est admissible à une libération conditionnelle qu'après avoir servi un minimum de 10 ans dans un pénitencier. L'équipe d'enquêteurs est satisfaite de la sentence. L'eau a joué un double rôle. Le meurtrier s'en est servi pour cacher son crime et il s'est avéré que la victime n'était pas morte lorsqu'il s'en est débarrassé, si bien que c'est l'eau qui l'a tuée. Elle est morte noyée. L'ironie du sort est bien illustrée par cette affaire. Jan est morte noyée. Lorsque Winston jette son corps à l'eau, elle est encore vivante, ce qu'il ne sait pas. Il la croit morte. Son but, ce qu'il attend de l'eau, c'est qu'elle efface son crime. La réalité cruelle est que c'est l'eau qui l'a tué. On ne connaîtra jamais l'intention de Winston Malcolm à l'endroit du meurtre de Jan Marshall. Mais chose certaine dans cette affaire, l'eau a ultimement servi d'arme du crime.